Je suis très fan de loups-garous, de monstres en tout genre bien sûr, mais de loups-garous en particulier. C'est peut-être le fait d'avoir découvert le loup-garou de Londres tout jeuneau, et d'avoir été totalement mesmérisé par cette incroyable scène de transformation, comme beaucoup de gens, comme vous sans doute, mais j'ai toujours eu un faible pour ces créatures tragiques, qui perdent leur humanité les soirs de pleine lune, et qui parcourent campagnes et forêts en attendant de s'abattre toutes griffes dehors sur le voyageur égaré, avant de se réveiller généralement le lendemain matin, à poil dans la forêt avec du sang et de la boue séchée partout sur le corps. Le loup-garou, c'est l'un des mythes horrifiques les plus ancrés dans la culture populaire, et le 7e art en particulier, c'est à cette figure légendaire qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Bienvenue sur la toile pour un nouveau duo d'émissions consacré cette fois-ci à nos ennemis les bêtes. On va se faire sur cette chaîne une petite rétrospective lycanthrope et s'intéresser à quelques pépites récentes, ou plus anciennes, que vous ne connaissez peut-être pas. Les loups-garous, un mythe qui remonte sans doute aux origines du monde connu et de la civilisation, puisqu'on retrouve les premières mentions de ces créatures de la nuit dans la mythologie grecque. C'est l'époque d'Homère, c'est surtout le début d'une transmission écrite d'événements qui remplace progressivement une tradition jusque-là orale. C'est donc dire si l'idée du lycanthrope remonte sans doute à bien plus loin dans les siècles. En Europe, elle est très présente depuis le Moyen-Âge. Obscurantisme, sorcières, loups-garous, omniprésence de l'église, méfiance envers la bête qui se tapit en chacun de nous, le mythe s'enracine alors profondément dans les esprits. Au XVIe siècle, par exemple, ça y a été, il y en a eu des procès et des mecs brûlés vifs parce qu'ils étaient soi-disant des loups-garous, vous pouvez jeter un œil sur le net, c'est délirant de voir à quel point la démence collective peut pervertir les esprits et y planter la graine du doute et de la suspicion, et ça a duré pendant des siècles. Les gens ont continué d'y croire au XVIIe, au XVIIIe, on a pensé un temps, vers 1760, que les méfaits de la bête du Gévaudan étaient l'œuvre d'un loup-garou. Bref, c'est un mythe absolument passionnant, et nombre de thèses et d'essais philosophiques ont été écrits là-dessus. Le loup-garou, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes mythologies du fantastique, présente un peu partout, dans les récits de Tolkien, chez Harry Potter. C'est un peu toujours la même recette, une personne victime d'une malédiction, morsure ou autre, qui se transforme les nuits de pleine lune en créature sauvage, incontrôlable et assoiffée de sang, un monstre quasi invincible, qui ne craint pas grand-chose, si ce n'est l'argent, sous forme de balles de préférence. Au rayon qui nous intéresse, bien évidemment qu'une créature aussi incroyable fait rapidement son entrée dans la littérature fantastique. Au XIXe siècle, principalement, on trouve de vrais morceaux de loup-garou, dans les contes des frères Grimm notamment. Au cinéma, ça commence dès 1913 avec le film The Werewolf de Henry Macrae, 1913, donc un film muet, malheureusement invisible aujourd'hui, dont toutes les copies auraient été détruites dans un incendie. Et oui, à l'époque, on pouvait pas s'acheter des DVD et conserver chez soi ses films préférés. C'est comme ça que certains films disparaissent à jamais. Faut attendre la fin des années 30 et le début des années 40 pour que le mythe explose au cinéma. Aux États-Unis, notamment, c'est surtout Universal qui s'empare de ce phénomène avec Le Monstre de Londres, Werewolf of London en 1935, un film de Stuart Walker, et un beau succès, auquel succédera Le Loup-garou, The Wolfman en 1941. C'est un film de George Wagner, scénarisé par Kurt Siodmak, avec Claude Rains, L'Homme Invisible de 1933. C'est aussi et surtout un film fondateur, qui contient tous les éléments d'une mythologie qui va ainsi s'ancrer définitivement dans la culture populaire. Le film n'a vraiment pas vieilli, comme tous les grands classiques Universal, Dracula, Frankenstein, La Momie, L'Homme Invisible, et son succès va engendrer une belle descendance. La Universal va s'empresser de presser ses monstres comme des citrons, et le loup-garou va se retrouver un peu partout en très peu de temps. Frankenstein rencontre le loup-garou, c'est le titre du film, en 1943, pas mal d'ailleurs, scénarisé par Siodmak une nouvelle fois. Puis le loup-garou apparaît dans La Maison de Frankenstein, La Maison de Dracula au milieu des années 40, et même dans les pitreries d'Abbott et Costello, Donigo contre Frankenstein. Bref, le monstre est partout, sa présence n'étonne plus, et le soufflet retombe tout doucement. Jusqu'en 61, le salut va venir d'Angleterre, c'est la grande époque de la Hammer, et La Nuit des loups-garous sort cette année-là. Ce film, Curse of the Werewolf, on le doit à Terence Fisher, le maître incontesté des films de monstres, un très grand parmi les grands, à l'origine de certains des plus grands classiques du cinéma d'épouvante. Le film reste aujourd'hui visuellement impressionnant, il y a une très belle atmosphère gothique, comme dans tous les films de la Hammer. L'imagerie associée au loup-garou reste certes la même, un acteur qu'on recouvre de poils et qui grogne devant la caméra, et on n'est pas encore sur une vision plus contemporaine du mythe. Mais cette version de l'homme-loup va faire son chemin, et beaucoup de films seront produits dans les 2 décennies suivantes. En Angleterre,
et aux États-Unis forcément, mais aussi au Mexique ou en Espagne, deux pays très friands d'horreur et de lycanthropes. On pense à Paul Naschy forcément. Mais bon, le mythe du loup-garou, il a quand même fait son temps et il accuse un peu les années fin 70. Au début des années 80, l'horreur a le vent en poupe, une toute nouvelle génération de cinéastes débarque, des amateurs éclairés et visionnaires, des masters of horror, qui ne craignent pas de se réclamer ouvertement du cinéma d'épouvante, et bien entendu, une mythologie aussi puissante, aussi évocatrice que celle du loup-garou n'allait pas rester longtemps dans les cartons, et ce n'est donc pas un hasard si 1981 nous offre les deux films références en matière de monstres sévissant sous la pleine lune. Je me faisais dernièrement une petite rétrospective des films de loup-garou, d'où cette émission, et je me suis posé la question à un moment de savoir quels étaient pour moi les films fondateurs dans le domaine, si on enlève les films des années 50 ou 60, je me demandais quel film je pourrais citer comme étant à l'origine de la vision moderne qu'on peut avoir du lycanthrope, et franchement, je peux vous en citer deux. J'ai même posé la question à mon frangin pour savoir s'il avait d'autres titres à me proposer. On a réfléchi, pas vraiment. Et si je vous demande à vous de me donner les titres de films qui ont vraiment modernisé le mythe, qui ont vraiment apporté une pierre à l'édifice tout en rencontrant un beau succès populaire, ben vous ne devriez pas en trouver des tonnes, faites le test, réfléchissez bien et vous allez me citer Le Loup-garou de Londres et Hurlement. Forcément, ce sont les deux films qui viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de loup-garou à l'écran. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas eu des tonnes de films de loup-garou, dont certains absolument excellents, qui ont été tournés au cours des 40 dernières années, on va en parler tout de suite, mais en dehors de ces deux films qui ont touché un large public, qui sont unanimement reconnus, voire connus de tous les amateurs, franchement, je vois pas. Et c'est dire du coup si le mythe se fait rare au cinéma, hein. On n'a pas souvent de bons films de loup-garou à se mettre sous la dent, perso je suis très friand de ces péloches, et j'ai beau chercher, j'ai du mal à en trouver des sympas, si je trouve un bon film tous les 2 ans, c'est le bout du monde. Alors une précision, hein, on va se le dire tout de suite, on est ici pour parler de loup-garou, ça, c'est pas un loup-garou, hein. Ça c'est bien un mec à poil, mais sans poil et qui fait peur à personne. Non, non, moi je parle de loup-garou, de vraies créatures qui font 2,50 m de haut, qui se dressent sur leurs 2 pattes arrière et qui vont pouvoir vous arracher le visage d'un coup de mâchoire, tout ce qu'on aime. Alors, j'ai l'air comme ça de me foutre de la gueule de Twilight, j'apprécie certains des films de la série, c'est surtout que c'est une tentative de la beatlit, c'est comme ça qu'on appelle cette littérature destinée plutôt aux teenagers, et remplie de créatures fantastiques, de s'emparer du phénomène, et d'essayer de faire du loup-garou une créature aussi sexy que peut l'être le vampire. Et il y en a des tonnes de bouquins pour ados, comme ça, qui se sont emparés à la suite de Twilight du phénomène, mais c'est pas ça à la base, hein. Les vampires, il y en a juste partout, depuis très longtemps. C'est lourd de symbolique, c'est la sexualité incarnée, le passage à l'âge adulte, la perte de la virginité, l'amour éternel qui s'affranchit de la mortalité. Le loup-garou, c'est moins sexy, hein. C'est pas la séduction et l'érotisme, c'est la bestialité, la sauvagerie, la perte du contrôle de soi, de ses émotions. C'est aussi la brutalité, la violence animale, la négation de toute humanité. On peut raisonner avec un vampire, pas avec un loup-garou qui reste un monstre prompt à vous égorger d'un seul coup de patte. Et donc, 2 films fondateurs en 81, Le Loup-garou de Londres de John Landis, avec ses effets spéciaux absolument incroyables, conçus par Rick Baker, qui se retrouvera consultant sur Le Hurlement de Joe Dante, avec des effets spéciaux, là encore, hallucinant, dû à Rob Bottin. Et pour la petite histoire, et pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, c'est John Landis qui réalisera 2 ans plus tard le plus grand clip de toute l'histoire de la musique, le monumental Thriller de Michael Jackson, 13 minutes, qui dépasse de loin tout ce qui avait été fait en matière de vidéo musicale à l'époque, et qui se déguste comme un véritable film d'épouvante. Et pour réaliser l'incroyable scène de transformation du chanteur en homme-loup, ou en homme-chat, hein, on sait pas trop, ben Landis, il ira pas chercher loin, il fera appel à Rick Baker, son comparse du Loup-garou de Londres. Voilà donc le Loup-garou totalement réinventé en 2 films. Alors, j'aime moins par exemple le Loup-garou de Londres, je place Hurlement sur un piédestal, mais c'est personnel, hein, les 2 films sont excellents, et surtout, nous offrent 2 séquences de transformation presque traumatisantes, et on n'écoutera plus jamais Bad Moon Rising des Creedence de la même façon. Alors, pour l'anecdote, hein, j'étais tout minot quand le film de John Landis est sorti, j'avais même pas 10 ans, et mes parents avaient eu la bonne idée de me laisser seul un samedi après-midi à la maison. J'aimais bien déjà tout ce qui était fantastique, SF, épouvante. J'avais donc allumé la télé en cet après-midi pour regarder cette émission que j'aimais bien, Temps X, présentée par des frères Bogdanov qui faisaient encore à l'époque partie de l'espèce humaine. Et la bonne idée de cette émission, ça avait été de diffuser comme ça, en plein après-midi, l'intégralité de la séquence de transformation du Loup-garou de Londres. Je dois vous avouer un truc, hein, une fois que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, je me suis levé, j'ai changé de chaîne, hein, quand je vous parle d'expériences traumatisantes. Enfin bref, 2 maîtres étalons du genre, 2 très grands films d'épouvante qui engendreront toute une collection de copies, plus ou moins réussies dans leur sillage. Alors, toute une collection, ben, pas tant que ça en fait, hein, et surtout des films à la qualité relative, voire très discutable. La série Hurlement peut par exemple prétendre sans mal au titre de plus abominable série de films d'horreur ayant jamais existé. Je vous défie de résister à la vision consécutive des chapitres 2 et 3 par exemple. Et le 4e volet, avec ces gens qui se transforment en flaques, véridiques, hein, avant de devenir des loups-garous,
Le volume 6 avec Bruce Payne est très sympa, le 5 se regarde je crois, mais c'est maigre, hein, sur une série de 7 ou 8 films qui n'ont heureusement rien à voir les uns avec les autres. Et même sans parler de cette horrible série, Peur Bleue, le Silver Bullet, adapté d'une nouvelle de Stephen King, sortie en 85, c'est très moyen, hein, c'est assez bancal, ça bénéficie d'un statut vaguement culte, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de loup-garou à se mettre sous la dent, hein. Ou le croc, comme vous voulez. Le plus souvent, le loup-garou se voit même cantonné à un rôle secondaire de faire-valoir ou de valeur ajoutée dans des films au bestiaire déjà fournis. Il y a un très chouette loup-garou, par exemple dans l'excellent Monster Squad, entre un vampire et une momie. Bref, on va donc éviter de parler aujourd'hui de navets ou même de films anecdotiques et se concentrer sur une poignée de péloches vraiment sympas qui sont passés sous le radar et que vous ne connaissez probablement pas. Sur la quinzaine de films que j'ai revus récemment, seuls quelques-uns étaient intéressants de ce point de vue-là, et valaient le coup d'œil au vu de leur qualité scénaristique ou de leur propension à réinventer le mythe, sans virer trop dans la démonstration arty. En fin d'émission, je vous donne la petite liste de tous ces titres qui n'ont pas fini sur le podium, et je précise tout de suite que je ne parlerai pas ici de Dog Soldiers, que j'adore mais dont on parlera dans une prochaine émission consacrée à Neil Marshall. J'évoquerai pas non plus la trilogie Ginger Snaps, ce sont des films brillants, sur lesquels on reviendra également dans une prochaine diffusion, donc soyez rassurés, c'est pas un oubli. Et donc, une petite sélection de 4 films de loup-garou que vous n'avez peut-être pas vus et sur lesquels je vous conseille de jeter un œil, et on commence avec le plus classique d'entre eux, sans doute le plus connu aussi, et le plus ancien. Bad Moon, Pleine Lune en VF, c'est un film qui accuse son petit quart de siècle, et ce film de 96, on le doit au réalisateur Eric Red. Alors ce nom vous dit sans doute quelque chose, c'est normal, il est écrivain, scénariste, on lui doit le scénario de Hitcher, avec Rutger Hauer, rien que ça, mais aussi de Catherine Bigelow, Frontières de l'Aube, Near Dark, et Blue Steel, avec Jamie Lee Curtis. Il se fait plutôt rare, Eric Red, depuis le début des années 80, c'est une petite dizaine de scénarios, et quelque chose comme une demi-douzaine de films. Alors c'est pas le réalisateur du siècle, mais il a ses petits classiques, hein, Cohen and Tate, avec Roy Scheider notamment, mais aussi les très sympas Body Parts, ou 100 Feet, avec Famke Janssen. Donc c'est quelqu'un d'intéressant à suivre, d'autant plus que c'est un écrivain prolifique depuis 2011, il arrête pas d'écrire, il a sorti déjà 2 volets d'une trilogie annoncée, sur une bande de loups-garous sévissant à l'époque du Far West, Guns of Santa Sangre et Wolves of El Diablo, ou quand les 7 mercenaires rencontrent des lycanthropes vraiment vénères, c'est juste excellent, hein. Pas encore traduit en français malheureusement, mais si vous maniez la langue de Shakespeare, foncez. Bad Moon donc, c'est l'histoire d'un aventurier, Ted, interprété par Michael Paré dans sa panoplie de beaux gosses ténébreux, qui se fait attaquer par une créature lors d'un périple en Amazonie et qui voit sa compagne dévorée sous ses yeux. Quelque temps plus tard, le voilà qui débarque avec sa caravane pour s'installer provisoirement sur le terrain de sa sœur, une jeune veuve, jouée par Marielle Hemingway, qui n'a pour compagnie que son fils d'une dizaine d'années et son berger allemand, Thor. Bad Moon, c'est donc le plus classique des films de cette sélection, et c'est une adaptation d'une nouvelle un peu moins classique, puisque ce récit de Wayne Smith était raconté du point de vue du chien, hein, Thor donc, qui est aussi le titre de ce roman. Alors, le film n'est pas du tout réalisé du point de vue du chien, mais Eric Red, qui s'est chargé personnellement d'adapter la nouvelle pour l'écran, articule quand même tout son récit autour de ce personnage, parce que c'est un vrai personnage qui est traité comme tel. On fait vite fait un clin d'œil à la nouvelle au tout début du film en montrant une scène de jeu avec une balle à travers le regard de Thor, mais c'est surtout que ce chien fait partie intégrante du récit, il est de toutes les scènes, ou presque, et il est montré dès la première bobine comme le gardien de la maison à travers une scène très bien agencée où il met en déroute un escroc qui se présentait avec toutes les mauvaises intentions du monde. Plus jeune, hein, j'avais pas vraiment perçu cette omniprésence du chien dans le film, je m'en suis vraiment rendu compte récemment. Thor est même le véhicule de l'histoire, hein, il a droit à de très belles scènes, notamment une sorte de duel de regard avec l'oncle Ted, alors que celui-ci veut se rendre dans la forêt pour s'enchaîner pour la nuit, et que le chien lui barre le passage. La scène commence d'une très belle façon, à hauteur des yeux de l'animal, sur la porte de la caravane qui s'ouvre. Il y a une vraie tension avec la lune qui se lève et le soleil qui se couche progressivement, et Ted qui n'arrive pas à faire déguerpir le chien, qui s'obstine à lui barrer la route. C'est vraiment extrêmement bien réalisé, et du coup, plusieurs scènes vont être pensées comme vues subjectivement du point de vue de l'animal. Quand Thor, par exemple, poursuit Ted après qu'il soit entré dans la forêt, on a ce plan ras du sol qui nous dévoile progressivement tout ce qui s'est passé, sans un mot. L'explication passe par l'image et le regard du chien qui se pose sur des habits en lambeaux, puis des chaussures déchirées, et enfin sur les chaînes et les menottes laissées sur le sol, et on a compris que Ted n'a pas eu le temps de s'enchaîner et que la bête est en liberté. C'est un film que je trouve très malin, réduit à sa plus simple expression, à peine 1h20 au compteur, mais franchement, il n'y avait pas besoin de plus. Je pourrais d'ailleurs lui reprocher que 2 choses. En premier lieu, cette séquence d'ouverture en Amazonie, très 80s, un peu ridicule, avec cette scène de fesses, alors que les gens se font égorger devant la tente. C'est surtout que c'était pas très utile, ces 5 minutes valaient sans doute mieux voir débarquer le personnage de Ted, sans avoir pu jeter auparavant un œil sur la magnifique créature conçue pour le film. Je reprocherais aussi à Bad Moon une séquence de transformation finale en morphing absolument immonde.
On a quelques-uns des plans de morphing les plus laids que j'ai pu voir dans un film d'horreur. Franchement, valait mieux les virer, surtout quand on voit la beauté des effets spéciaux du film. Ted en semi-transformation, il est déjà magnifique, couvert de blessures à la fin du film, c'est vraiment bien fait, et cette créature, elle rivalise avec celle de Hurlement, elle est mise en valeur tout au long du film, c'est une merveille. La première fois qu'on la voit enchaînée à un arbre dans la forêt, on se dit « Ah ouais, ça rigole pas, cette création de haute volée, on la doit à Steve Johnson, une pointure dans le milieu des effets, il peut sincèrement être fier de lui, la taille de la créature, cette gueule béante qui s'ouvre, ces filets de bave, c'est de l'animatronique et on en redemande. Et le combat final entre Thor et la bête est juste extraordinaire, j'imagine que le budget n'était pas des plus importants, mais le résultat est là, tout le soin a été apporté à cette créature, à la façon de la filmer. Entre cette scène avec l'escroc qui revient de nuit et que le loup-garou surprend derrière la maison avec ce plan où la créature se dresse lentement derrière lui, et cette lutte finale avec les deux animaux qui se maculent peu à peu de sang et qui s'infligent chacun de graves blessures, c'est vraiment du beau boulot, c'est un film également très gore, ce qui ne gâche rien. À un niveau plus humain, j'aime beaucoup la conclusion de l'histoire et le personnage interprété par Michael Paré. Au début de l'histoire, on se dit que finalement, le chien est peut-être le déclencheur de tout ça, puisque si Ted part s'enchaîner dans la forêt, en théorie, il se passera rien de mal, mais on sent clairement dans le troisième acte que son côté animal est en train de le contaminer, qu'il subit une transformation qui n'est plus seulement physique, il devient plus agressif, plus violent, et le film ne pouvait pas se conclure autrement. Si vous n'avez pas vu Bad Moon, je vous envie presque, c'est une toute petite péloche qui fait le job, et perso, c'est un film que j'apprécie de plus en plus. À noter une belle partition de Daniel Licht, qui s'offre un petit clin d'œil à Predator et à la musique d'Alan Silvestri, vous verrez tout à fait de quelle séquence je parle en voyant le film. Bad Moon, c'est sur support en Blu-ray américain Shot Factory, bloqué en Zona, avec anglais uniquement. Perso, j'ai gardé mon DVD Zona, qui est de très bonne qualité, mais je me fendrai peut-être à l'occasion du Blu-ray espagnol pour voir ce qu'il donne. Faites gaffe, si vous le cherchez en support, beaucoup d'éditions de ce titre ne comportent pas de français. Et on continue notre petite sélection avec 3 films sortis entre 2013 et 2015, faut croire que c'était une bonne période pour les monstres poilus, et le premier d'entre eux c'est Where, qui est sans doute le projet le plus atypique de cette sélection. Where, c'était pour moi une très bonne surprise, je m'attendais à un film found footage, j'étais très méfiant, le film avait un peu cette esthétique shaky cam, caméra à l'épaule, j'avais peur de me retrouver à nouveau sur une sorte de Blair Witch avec un ou deux effets chocs et rien de lisible à l'écran. Donc très bonne surprise que ce film de William Brembell, que j'avais commandé sans en avoir rien vu, juste sur la foi de quelques critiques glanées ça et là. Alors c'est sans aucun doute le chef-d'œuvre de William Brembell, je dis ça en rigolant parce que le bonhomme n'est pas forcément synonyme de confiance. Il commence sa carrière par une petite comédie en 97, puis disparaît une dizaine d'années avant de ressurgir et d'enchaîner à ce moment-là les petites péloches d'horreur, telles que Stay Alive, que j'aime bien, c'est pas magnifique mais j'ai déjà revu plusieurs fois, il y a quelques séquences dans ce film que j'aime beaucoup. Puis 6 ans plus tard, Devil Inside, qui ressemble à une toute petite prod Jason Blum, sans grand intérêt, on va pas se mentir. En 2016, c'est lui qui réalisera The Boy, avec Lauren Cohan, que j'ai trouvé vraiment cool pour le coup, beaucoup mieux que sa suite, qu'il réalisera lui-même mais sans retrouver le feu sacré. On peut donc se le dire, William Brembell, c'est un metteur en scène relativement inégal, et je ne pariais pas un copec sur ce film, Where, réalisé donc en 2013. Et je pourrais lister les nombreuses qualités de ce film qui éclipsent sans mal les menus défauts qu'on pourrait lui trouver. Where, c'est un film qui m'a happé dès ses premières images, en mode found footage, assez féroce avec cette famille en camping dans la campagne française. Ah oui, Where, c'est une coproduction américano-sud-africaine, dans laquelle on parle anglais, français, parfois allemand, qui a été tournée à Bucarest, en Roumanie. C'est donc un projet qui a cherché visiblement par tous les moyens à réduire ses coûts de production. Pour tout vous dire, j'ai mis un peu de temps à comprendre que ça se passait en France. Je pensais que ça se déroulait dans les pays de l'Est au début. Il y a un casting de gens relativement peu connus, donc ça aide pas. Pas de gueule qu'on identifie tout de suite, des gens que vous avez au mieux croisés dans quelques séries télé, dont Sébastien Rocher, dont la présence se fait toujours remarquer. Mais pourtant, c'est censé se passer en France, et c'est plutôt bien foutu au final. Les voitures de la police, les costumes de flics, ça le fait. Une fois lancé, on est dedans. Bon, l'histoire se déroule dans les environs et dans les rues de Lyon. Moi, qui suis lyonnais à la base, je peux pas vous dire que j'avais le sentiment de retrouver la ville que je connais, mais bon, passons. Ceci dit, toute cette ambiance multilingue, ces personnages qui se croisent, qui baragouinent comme l'actrice principale des langages avec lesquels ils sont pas familiarisés, elle parle le français comme moi le croate, ça donne à l'ensemble un côté réaliste, un côté assez frais. Si on mixe ça avec la campagne et les forêts brumeuses, les bâtiments gris, les ruelles sombres de Bucarest, on obtient une ambiance assez âpre, réaliste, qui colle parfaitement à l'histoire qu'on veut nous raconter. Et donc cette histoire, elle démarre par ses premières images, assez violentes, avec cette famille qui se fait agresser par une créature sauvage, qui va dévorer un gosse. On a droit donc à tous les artifices du found footage, interview de la mère qui a survécu à l'incident, flash info, extrait de documentaire télévisé. Ça commence donc de façon très classique, mais c'est d'une façon assez maligne finalement de présenter le cadre, les différents intervenants du récit, parce qu'il y a un homme qui a été capturé par la police et qu'on soupçonne d'être à l'origine de ces meurtres. Cet homme, prénommé Talan Guinek,
Il porte sa culpabilité sur son visage, faut dire qu'ils ont casté un total inconnu dans le rôle, le mec il fait que ça, on trouve rien sur lui, mais il fait 2 mètres de haut l'acteur, il a un regard bas et pénétrant, et ils ont eu la bonne idée de l'affubler d'une sorte de grosse barbe mal taillée qui lui donne déjà une gueule de loup dès le début du film. Et donc cet individu, qui a l'air un peu en décalage socialement, qui parle pas, qui vit avec sa mère, il va se retrouver défendu par une avocate qui va tenter de prouver qu'il n'est pas à l'origine de ces meurtres, et qui en creusant un peu va découvrir qu'il est victime d'une condition médicale peu courante. Voilà, vous aurez deviné le postulat de départ de toute cette histoire, mais c'est un film qui a une certaine ambition, malgré sa durée relativement courte. J'ai pas envie pour le coup de trop vous le spoiler, parce qu'il affiche une petite heure et demie au compteur, mais qu'il se passe des tonnes de trucs. C'est un récit extrêmement bien construit, William Bell a bien bossé sur son scénar, il a concentré tout un tas de péripéties et de rebondissements dans un film plein comme un œuf. Déjà, il y a des scènes d'anthologie, des putains de scènes d'action vraiment efficaces, on sent que le budget ne doit pas être foufou, mais chaque centime se voit à l'écran, sans parfois que le metteur en scène aurait aimé pouvoir en offrir encore plus. On sent aussi que certains effets de maquillage, notamment sur l'affrontement final, auraient gagné à avoir un peu plus de budget, mais c'est vraiment l'exemple même du projet qui fait avec ce qu'il a, et qui tire le meilleur de son enveloppe. C'est super gore, mais vraiment gore, et les effets sont vraiment bien foutus, c'est relativement bien filmé, un peu trop caméra à l'épaule quelquefois, mais ça colle bien avec l'esthétique du film. Bref, je trouve que c'est une tentative tout à fait méritante de moderniser le mythe du loup-garou, de le sortir du carcan sexy boy dans lequel Twilight l'avait enfermé et de faire revenir à ses sources, la sauvagerie, la bestialité. En fait, je trouve que le film a plus à voir avec Hurlement qu'avec tout un tas de projets qu'on par le passé essayaient de bousculer le mythe dans des tentatives plutôt bancales, au risque parfois d'oublier l'essence même de ce qui fait du loup-garou une créature si effrayante, sa brutalité au final, je vous le conseille très chaleureusement, c'est vraiment un film de loup-garou, semblable à nul autre, et qui supportera très bien les années et plusieurs visionnages. Si vous me faites confiance et que vous voulez voir ce film, je sais pas s'il se trouve sur certains services de streaming, mais en DVD, il y a plusieurs copies qui circulent, le Zone 1, c'est la meilleure d'entre elles, français en sous-titres, très bonne image, donc si vous avez un lecteur dézonné, foncez, ça se trouve sur tous les sites pour une bouchée de pain, et franchement, la copie est vraiment belle, elle restitue parfaitement le contraste, le clair-obscur de l'image, pas besoin de plus pour apprécier cette petite péloche. Et c'est sur ce film qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce que l'heure tourne, et que vous avez d'autres choses à faire, mais on se retrouve très vite pour la seconde partie de cette émission, avec au programme une petite série B anglaise, et une coproduction américano-mexicaine, rien que ça. J'espère que cette première diffusion vous aura plu, comme toujours, petit pouce en l'air, commentaires sont les bienvenus, ça fait chaud au cœur à chaque fois, et c'est important pour une chaîne qui se lance. Et on se revoit donc dans quelques jours, à ciao!